Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Pile ou Sas. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat à impact, en particulier d'un sujet qui concerne toutes les entreprises, la décarbonation. En 2018, mon invité Grégoire Talbot, CEO de Decarbonize, vit ce qu'il appelle la plus belle expérience de sa vie. Il décide de partir plusieurs mois, vivre sur un bateau avec femme et enfants, et au milieu de ce bonheur familial, il découvre un océan abîmé, une nature en souffrance. Il se trouve alors sensibilisé notamment à la sobriété énergétique. De retour en Belgique, cet ingénieur civil spécialisé en mécanique des fluides enchaîne avec une mission notamment pour la SNCB, pilote un programme d'innovation mobilité avec une trentaine d'entreprises. Mais quelque chose a changé. En août 2021, déclic total. Son épanouissement ne peut passer que par l'entrepreneuriat durable. Il lance alors Decarbonize avec son associé Frédéric John, lève 2 millions d'euros et se fixe un objectif, réduire 300 000 tonnes de CO2 chez leurs clients en 2 ans. De 0 à 300 clients en 3 ans, certification ADEME, expansion internationale. Grégoire a appliqué ses compétences de management cockpit à la décarbonation. Alors avant de commencer, cher auditeur, si tu diriges une entreprise SaaS et que tu n'es pas encore de vidéo motion design de 60 secondes sur ta landing page, tu passes à côté d'une opportunité d'augmenter tes conversions de moins 15%. C'est exactement ce que je propose avec mes vidéos convaincantes qui expliquent tes produits ou solutions de manière percutante. Alors contacte-moi sur mon profil LinkedIn pour un audit express gratuit de 15 minutes pour voir comment je peux t'aider à ce sujet avec mon équipe. Bonjour Grégoire, bienvenue. Bonjour. Alors on va commencer par notre traditionnel speed SaaS. Je te donne 2 choix, tu réponds instinctivement. Prêt ? Oui, je suis prêt. C'est parti. Alors catamaran ou voiture électrique ? Catamaran. Client PME ou grand groupe ? Client PME. Bootstrap ou levée de fonds ? Levée de fonds. LinkedIn ou emailing ? LinkedIn. Réglementation contrainte ou réglementation opportunité ? Opportunité. Remote first ou bureau à Bruxelles ? 50-50. Pitch deck de 10 slides ou une démonstration produit ? Démonstration produit. Decarbonize licorne ou Decarbonize impact ? Impact. Pile ou sas ? Pile. Comment on passe d'un long break en famille en catamaran à la création d'une start-up climatech ? Tu peux nous expliquer ça ? Oui, donc mon voyage était un moment de transition dans ma vie. Donc quand j'ai vendu ma première société au groupe BDO, je suis resté associé chez BDO pendant 5 ans et puis j'ai fait ma crise de la quarantaine et j'ai tout quitté sauf ma femme et mes enfants pour aller vivre sur le bateau. Et durant cette période-là, donc c'est une période juste extraordinaire où on vit en dehors du système belgo-belge dans un nouveau mode de vie. Et j'ai adoré. Mais en rentrant, j'avais vraiment envie de relancer une boîte, mais qui était en lien avec mon histoire pour essayer d'avoir de la cohérence. Et mon histoire, c'est entrepreneuriat, tout ce qui est gestion des data et prise de décision managériale et impact climat. Alors en 2021, je sais pas si c'est en 2021 que tu rencontres Frédéric John ou si c'était avant. Et donc vous lancez ensemble Decarbonize. Comment vous vous êtes déjà rencontrés ? Comment s'est passée cette association et comment vous répartissez les rôles ? Alors on s'est rencontrés sur un projet. On a sur un projet que je gérais dans mon projet de projet d'innovation dans le domaine de la mobilité. Et on a eu un fit. J'ai eu un fit avec une personne tellement qu'on était complémentaires. On dit souvent qu'on est le yin et le yang, dans le sens où moi je suis plutôt orienté externe, client, relation, plutôt ressources, gestion des équipes, le côté commercial, côté actionnaire, tandis que Fred, lui, il est vraiment orienté produit, performance, processus, delivery des projets. Et donc, on avait vraiment une complémentarité parfaite, ce qui fait qu'on a pu créer très, très rapidement la société. Et comme j'ai déjà créé plusieurs sociétés ou participé à la création d'une dizaine de sociétés, c'était assez facile pour moi de rassembler le comptable, le notaire, les statuts, toutes les stakeholders nécessaires pour lancer une entreprise. Comment tu expliquerais Decarbonize à quelqu'un qui ne
connais pas du tout. En 60 secondes, hein, évidemment, il y a une petite contrainte. Il faut que ça soit quand même assez court. Ça marche. Donc Decarbonize, c'est une société qui accompagne les entreprises pour réduire leur empreinte carbone. Donc on les accompagne sur toute leur trajectoire carbone avec des experts carbone et une solution qui s'appelle le Carbon Cockpit qui inclut de l'intelligence artificielle. Et donc quand on fait une trajectoire carbone, d'abord on mesure l'empreinte carbone, puis on fait un plan de réduction, une roadmap, et puis on fait une exécution de la roadmap. Et ce qui est particulier chez nous, c'est qu'on fait toujours attention de travailler sur l'impact CO2, mais aussi sur le fait que ça donne plus de robustesse à l'entreprise et le projet de trajectoire carbone doit être rentable. Alors Decarbonize, hein, c'est une trentaine de collaborateurs, il me semble. Oui. Quels sont les profils qui constituent l'équipe d'une SaaS dans la décarbonation comme vous? Et qu'est-ce que c'est? J'ai vu qu'il y a des consultants carbone. En quoi ça consiste? C'est quoi le rôle d'un consultant carbone? Et comment on trouve ce genre de profil? Alors on a deux types de profils. On a des profils des profils tech qui développent notre technologie, notre application SaaS, notre plateforme. Et alors on a nos experts carbone. Et les experts carbone, ce sont ceux qui vont collecter toutes les datas dans les entreprises, les analyser, bien communiquer avec le client sur le fait qu'en fait c'est les achats ou c'est les déchets ou c'est la logistique qui leur pose problème, et d'aller dans le détail. Et c'est eux aussi qui vont définir avec le client est-ce qu'ils vont pouvoir réduire de 20%, 30%, 50%, définir le laps de temps sur lequel ils vont réduire et quelles sont les solutions de réduction qu'ils vont pouvoir mettre en place, comme par exemple mettre des panneaux solaires, améliorer l'efficacité énergétique, changer leur logistique, changer leurs procédés industriels. Et pour ça, on travaille entre autres avec un tas de partenaires qui fournissent des solutions de réduction très spécifiques par secteur. Et donc ces consultants carbone, ils sont issus d'une formation en particulier, ou c'est des provenances, ils se spécialisent une fois qu'ils rentrent vraiment dans la boîte? On a quel type de profil comme ça qui peuvent s'inscrire dans ce rôle? Ce sont essentiellement des profils qui ont entre 25 et 30 ans, qui ont souvent déjà une expérience préalable, mais clairement on les forme. Il faut 1 mois de formation. Quand ils rentrent chez Decarbonize, on les forme, puis on les met petit à petit sur les projets, et puis ils montent en puissance. Ok, on va parler un peu business model, hein. C'est toujours crucial, hein. Tu as développé ce Carbon Cockpit. Explique-nous comment tu monétises ça. Alors nos offres classiques, c'est souvent 50-50, donc le paiement d'une subscription, hein, ou d'un abonnement pour le logiciel, qui est dimensionné en fonction du nombre d'entités chez le client. Donc on a des clients qui ont une entité, ils vont payer 2500 €, et puis alors on a des clients qui ont 100 entités, et donc là on a un prix qui est maximal pour la licence, et alors après on définit quel est l'accompagnement en termes de formation ou en termes de support, ou carrément on intègre les équipes ESG de nos clients, et là c'est plus du cas par cas. Donc il y a une partie vraiment logicielle et une partie service en fait, hein. C'est une offre hybride comme ça. C'est hybride, c'est comme Odoo. Odoo a le même business model où 50% du revenu c'est de l'ARR, c'est du revenu récurrent, et 50% c'est de l'accompagnement. Et c'est typique d'un marché qui n'est pas mature. Le client aujourd'hui n'a pas les compétences, il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être rassuré, d'être en confiance, de lui dire ce qu'on doit lui faire. Et aujourd'hui, l'être humain est encore présent et nécessite encore un accompagnement. Ok, donc 300 clients en 3 ans, c'est impressionnant, hein. Quelle est votre stratégie d'acquisition client? Vous faites du outbound marketing, de l'inbound marketing, des événements? Comment vous procédez pour acquérir les clients? Alors on a défini 5 canaux. Le premier canal, c'est la vente directe qui a permis de lancer la boîte très très rapidement. La vente directe, c'est notre réseau, on organise des événements, on participe à des appels d'offres. Donc là c'est clairement aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est notre canal numéro 1. Le deuxième canal, c'est l'inbound marketing qui permet d'acquérir des clients un peu partout dans le monde. On a l'outbound marketing qui est le contact LinkedIn, mailing automatisé. On a beaucoup de clients qui viennent via nos partenaires.
Et alors, on a le cinquième, c'est on a fait des contrats avec des fonds d'investissement et des banques qui distribuent et des fédérations qui distribuent notre outil sous forme gratuite pendant 3 mois. Et puis alors après, les clients passent sous le format payant s'ils veulent aller plus loin, s'ils veulent avoir d'autres fonctionnalités. Ok, donc vous évoluez dans un marché B2B avec des cycles de vente. Est-ce qu'on peut dire que c'est des cycles de vente assez longs ou pas? Alors, en moyenne, c'est entre 3 et 6 mois, donc ça va encore. Il y a des clients qui veulent le bilan carbone tout de suite, et puis il y a des clients pour qui ça prend 2 ans. Mais en moyenne, c'est 6 mois, disons. Ok. Alors vous avez des concurrents comme Greenly ou Watershed. Ils font beaucoup de content marketing ou de personal branding LinkedIn. Vous, quelle est votre stratégie de différenciation par rapport à ces autres acteurs? Alors, notre différenciation, d'abord, elle porte sur le fait qu'on est focalisé sur 3 secteurs qui sont l'industrie, la logistique et la construction. Et donc, on essaie clairement d'être les meilleurs dans ce secteur-là. Deuxièmement, on a une stratégie où, contrairement à des Greenly ou des Sweep qui ont levé 100 millions et qui ont une stratégie d'inonder le marché avec leur outil, nous, on a gardé depuis le début une stratégie de proximité avec nos clients. Et donc, nos clients, on les adore, on est proche d'eux et on essaye, c'est pas de la vente agressive comme eux font. Et alors, on a une technologie qui a été développée avec des industriels, et donc on a une technologie qui est excessivement fiable et qui contient de plus en plus d'IA, qui permet de faciliter la collecte des données, qui permet de faciliter l'analyse des données et de créer des roadmaps carbone de manière quasi automatique. Alors pour aller encore un peu plus loin, vous avez une approche qui semble unique, c'est le compromis entre l'impact carbone et l'impact financier. Comment vous communiquez sur cette proposition de valeur? Est-ce que vous mettez ça vraiment en avant comme un argument de vente principal? Oui, pour nous c'est essentiel parce que si on veut faire évoluer le monde de l'entreprise, on doit parler le langage de l'entreprise. Et le langage de l'entreprise, c'est l'EBITDA, c'est le cash flow, c'est le fait de créer de la valeur pour les actionnaires et pour l'entreprise. Et donc, mettre en place une stratégie carbone qui n'est qu'un coût pour la société, ça ne marchera jamais. Ça va marcher pendant 1 an ou 2 et puis après, ça va être abandonné. Donc, pour nous, c'est essentiel de mettre en place une stratégie. Et donc, la première étape de nos missions, c'est de déterminer la vision de l'entreprise compte tenu d'une trajectoire carbone. Comment est-ce qu'ils vont se positionner avec des nouveaux produits? Comment est-ce qu'ils vont se positionner par rapport à leurs achats ou leurs fournisseurs? Comment est-ce qu'ils vont changer leurs procédés industriels? Donc, on réfléchit avec eux pour que la trajectoire carbone fasse partie intégrante de leur business model dans un but de créer de la valeur. Une phase comme ça de onboarding avec un client, ça prend combien de temps en moyenne avant de lancer ensuite on va dire la régularité comme ça? Un autre facteur différenciant, c'est qu'on a 2 produits. On a un produit qui s'appelle le Scan, qui a comme promesse de faire un bilan carbone en moins de 3 heures. Et donc là, on s'adresse à des sociétés qui commencent, ou des petites sociétés, ou des sociétés de services qui commencent leur trajectoire carbone. Et puis, dans un second temps, ces sociétés peuvent évoluer vers notre outil expert, dans lequel ils pourront faire des calculs carbone très précis, des plans de réduction, ils pourront donner du e-learning à leurs employés, ils pourront faire leur rapport automatique. Je pensais encore à une autre chose, parce que là, tu parlais de e-learning, et je voulais rebondir sur... j'ai vu qu'il y a une académie aussi, des clubs académies. Est-ce que c'est lié ça à l'e-learning? Oui. Donc, notre vision, c'est que pour transformer une entreprise, il faut pouvoir agir sur tous les stakeholders. Et les stakeholders, c'est d'abord l'entreprise elle-même avec ses processus, son organisation, mais c'est aussi ses employés, c'est le board, c'est les fournisseurs, c'est les clients. Et donc, il faut que tous ces gens-là soient embarqués en même temps dans cette trajectoire carbone. Si le board ne soutient pas, on peut être sûr que 2 ans plus tard, ils arrêtent tout. Si les employés ne soutiennent pas, il n'y a rien qui va bouger. Si les clients ne sont pas demandeurs, ça crée pas de valeur. Si les fournisseurs ne jouent pas le jeu, on réduira pas l'empreinte carbone. Donc, il faut pouvoir aligner tous ces stakeholders dans une vision carbone. Ouais, donc vous agissez sur plusieurs points de touche, plusieurs touch points comme ça, de manière à ce qu'il y ait une sorte d'entraînement comme ça, un peu de tout le monde, pour que ça puisse s'inscrire de manière pérenne en fait dans la société.
ce niveau-là. Donc vous avez levé des fonds assez tôt, je crois, hein, dans la création de la société. Oui. Là, vous vous développez en France, notamment. Peut-être que tu pourras nous parler aussi s'il y a d'autres territoires que vous visez. Comment vous gérez l'expansion de la boîte, hein, sans diluer la proposition de valeur? Alors, on a levé des fonds assez tôt parce que d'abord le marché à l'époque, donc en 2021-2022, était propice à lever des fonds, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, où les valos sont plus faibles et où les investisseurs sont quand même beaucoup plus durs aujourd'hui pour lever des fonds. Et donc on a utilisé ces fonds d'abord pour accélérer le développement et puis pour tester beaucoup de choses d'un point de vue business model. On a testé, l'inbound, les partenariats, etc. Donc on a mis de l'argent un peu partout pour voir qu'est-ce qui marchait. Et aujourd'hui, on est clairement dans une stratégie de cash flow positif, de rentabilité, avec un focus sur ces 3 secteurs et sur 5 régions. Donc, on est sur la Belgique, la France et le Luxembourg. Et alors, on a des partenariats stratégiques forts avec une personne au Canada et une personne au Moyen-Orient, à Dubaï. Et donc, donc aujourd'hui, on se concentre vraiment sur 2 partenaires stratégiques internationaux pour développer le business. Et une fois que ça fonctionnera, on va étendre encore sur d'autres pays. Quel est ces partenaires, ils agissent comme des revendeurs, entre guillemets, ou des franchisés? Quel type de partenariat? Alors, ce sont plutôt des partenaires, je les appelle plutôt des strategic partners parce qu'ils vont gagner leur vie grâce à la vente de projets dans leur région, en vendant notre outil, mais en se vendant aussi eux-mêmes comme consultants carbone, tout en pouvant se reposer sur notre équipe centrale qui est disponible et qui va les aider sur tous les projets. Donc en fait, on donne la possibilité à des personnes partout dans le monde de devenir des consultants en carbone et de faire des projets de trajectoire de réduction carbone. Et ça, c'était dans la stratégie dès le départ, ce type de partenariat. Là, vous en avez 2. Tu as dit au Canada et j'ai pas retenu l'autre. Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, oui, à Dubaï. Vous visez d'étendre ce type de modèle dans d'autres régions? Oui, clairement. On a comme objectif d'avoir une croissance internationale, mais on veut être sûr du modèle avant de pousser sur l'accélérateur, et on veut être sûr de connaître les métriques, donc de savoir combien de temps il faut pour prendre, pour entrer dans une région, combien ça coûte. Qu'est-ce qu'il faut faire comme action? Est-ce qu'il faut faire des webinars, des événements? Est-ce qu'il faut faire du free trial? Donc il y a plein de leviers pour pouvoir rentrer dans un pays, mais on ne connaît pas encore aujourd'hui quels sont les ingrédients qui marchent le mieux. Ouais, donc vous faites des sortes de POC par pays et vous faites remonter de la connaissance des informations de manière à ensuite trouver votre formule, la potion magique pour d'autres pays, quoi. Exactement. Le CBAM, hein, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Hein, j'ai appris ça en préparant l'émission. Donc c'est un mécanisme européen. Tu en parles comme d'un game changer pour ton business. En quoi c'est une opportunité pour Decarbonize? Si tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste, ce CBAM. Oui, donc on dit le CBAM, c'est une taxe. D'accord. C'est une taxe carbone appliquée à 8 familles de produits qui sont importés de l'extérieur de la Commission européenne à l'intérieur. Et donc, par exemple, c'est l'acier, ça va être le ciment, ça va être certains engrais. Et donc, ces sociétés-là, pour continuer à faire du business avec l'Europe, doivent calculer quel est l'impact CO2 de leurs produits et donc de qu'est-ce qu'ils vont devoir payer pour pouvoir encore exporter au niveau européen. Et donc, c'est un premier pas de l'Europe par rapport à l'extérieur et par rapport à ses alliés. Alors, cette loi est loin d'être parfaite et elle n'est pas assez contraignante encore, mais c'est un début et nous, on voudrait vraiment, comme on a un caractère très international, on veut se positionner comme l'acteur de référence pour cette loi, le CBAM. Ok, donc ça c'est un début d'opportunité, on va dire, qui va, on va dire, dans le bon sens. Et en même temps, il semblerait que certaines entreprises freinent sur la décarbonation à cause du contexte géopolitique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça, du coup, ça freine un petit peu vos ventes? Et si c'est le cas, vous faites comment pour dépasser cet obstacle structurel?
Oui, donc clairement l'effet Trump est colossal et la loi Omnibus qui a permis aux entreprises d'alléger le reporting a été une opportunité. Je pense que c'était une loi qui c'était bien de l'alléger, de la rendre plus efficace et moins complexe pour les sociétés. Néanmoins, toutes les sociétés aujourd'hui, enfin beaucoup de sociétés ont mis en priorité 2 ou 3 les priorités ESG. Toutes les sociétés qui s'étaient lancées dans des programmes continuent, et ça c'est très bien. Et je pense que c'est elles qui vont sortir gagnantes dans les prochaines années. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de sociétés qui en ont profité pour dire on va faire ça l'année prochaine ou dans 2 ans. Voilà. Alors quel va être l'impact de ça sur le long terme, je ne sais pas, mais il y a un ralentissement du marché, ça c'est indéniable. Ben alors justement, dans ce contexte, voilà, vous n'avez pas d'assurance, exactement de scénario, de comment les choses vont se dérouler, parce que il y a cette dépendance un peu avec des volontés politiques selon les territoires. Comment pour le CEO de Decarbonize que tu es, ça doit pas être très simple de se référer à cette situation-là aujourd'hui et d'avoir une vision, par exemple, à 5 ans. Tu arrives à dégager quand même malgré tout une forme de conviction sur Decarbonize, ce sera ça dans 5 ans. Alors 5 ans, c'est beaucoup pour une jeune boîte, donc parlons de 3 ans. Mais clairement, le réchauffement climatique, il n'attend pas. Et les migrations de population ont commencé, les feux ont commencé, les inondations tout est là. Et donc, à un moment donné, ça va revenir très très fort au devant de la scène. Donc, moi, je n'ai pas de doute sur le fait que le marché va reprendre et que les entreprises et que la conscience humaine va redevenir connectée à ce sujet. Et à court terme, en tant que CEO, je prends des décisions qui sont d'être en cash flow positif, de ne pas dépendre de financement externe, de me concentrer sur mes clients et d'essayer de peut-être d'attendre un peu avant de réappuyer sur l'accélérateur, que le marché soit plus porteur. Et vos clients, quand ils s'engagent avec vous, on est sur des collaborations qui s'inscrivent plutôt dans le temps, ou alors vous avez, comment dire, une intervention qui reste très limitée, et après ils ont une forme d'autonomie. Comment ça se passe, votre relation comme ça avec les clients? Est-ce qu'il y a plusieurs aussi formes de relations possibles? Alors on s'inscrit toujours dans le long terme avec nos clients, et donc on essaye de les rendre autonomes, mais une trajectoire carbone, ça se construit sur 3 à 5 ans. Ça se réalise sur 3 à 5 ans. Donc, il y a plusieurs étapes pour y arriver, et il faut y aller step by step. Il faut pas vouloir aller trop vite non plus. Et nous, on se positionne vraiment comme un accompagnement long terme sur plusieurs années. Par contre, on les rend de plus en plus autonomes rapidement. Ok, donc tu l'expliquais tout à l'heure, tu as donc un parcours quand même entrepreneurial avant Decarbonize. Est-ce que là tu es en plein dans le feu sur Decarbonize. Est-ce que à titre personnel, que ce soit entrepreneurial ou plus personnel, est-ce que tu as des projets, tu as des choses que tu n'avais pas encore vraiment mis en place et que tu envisages dans les prochains moments? Tu te vois encore longtemps dans Decarbonize? Alors, Decarbonize, c'est vraiment un projet, c'est un projet de vie qui correspond à mon histoire. Donc, mon histoire bateau, mon histoire entrepreneuriale de data et de prise d'aide à la décision. Donc, et je suis pas sûr d'être fait pour être dans un grand groupe. Donc, clairement, je suis bien à titre personnel là où je suis. Si ce n'est qu'entreprendre à presque 50 ans n'est pas aussi facile qu'entreprendre à 30 ans, parce que l'énergie n'est pas la même, le contexte familial est plus important. Voilà, donc il y a un certain nombre de contraintes de la vie qui sont plus compliquées. Par contre, on fait les choses plus vite parce qu'on a un réseau, on sait comment il faut faire pour mettre les choses en place. Par contre, je pense qu'à un moment ou l'autre, le marché va se consolider. Clairement, les sociétés d'accompagnement carbone se spécialisent de plus en plus. Tout le domaine de l'énergie et du carbone se rapproche énormément. Il y a le domaine régulatoire aussi qui est dans l'image. Donc,
je pense que dans les années qui viennent, on va voir l'émergence de certains acteurs beaucoup plus sérieux, beaucoup plus costauds, focalisés sur un secteur, et on espère participer à cette consolidation. Et quand tu parles de consolidation, ça veut dire par exemple, Decarbonize pourrait constituer, être un composite d'un groupe plus grand qui aurait ces différentes, on va dire, ces différents secteurs. C'est ça notamment un scénario envisageable? Oui, tout à fait. C'est un scénario qu'on étudie. On est approché très régulièrement par des sociétés pour les intégrer ou pour avoir des prises de participation. Et on n'est pas pressé parce qu'on est rentable et qu'on a beaucoup de clients. Mais le jour où il y a un fit parfait avec une société qui va nous permettre de grandir, permettre à l'équipe de s'épanouir et de monter en puissance et d'avoir de l'impact, on y réfléchira sérieusement, oui. Bon, écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Beaucoup de succès à Decarbonize. Merci Grégoire pour tout ce partage. Chers auditeurs, si cet épisode vous a plu et que vous pensez qu'il peut aider d'autres entrepreneurs à mieux comprendre notamment les enjeux de la climatech, faites-le tourner, partagez-le sur les réseaux, envoyez-le à vos contacts, c'est le meilleur soutien pour cette émission. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Pile ou Sas. D'ici là, continuez de créer, de construire et d'innover. Et bien, encore merci Grégoire. Merci Cédric. Et salut à tous. Au revoir. Au revoir.